argent, solitude, motivation, légitimité. On va parler de tout ça aujourd'hui parce que si toi aussi parfois t'as l'impression de devenir un peu zinzin à force de ressasser les mêmes choses dans ta tête et de pas forcément pouvoir en parler parce que t'as pas forcément des amis qui ont un métier créatif, pose-toi avec moi, on va en parler maintenant. Je fais cette vidéo en toute vulnérabilité, on met son ego de côté et surtout on va parler de choses concrètes et de choses parfois qu'on peut pas forcément dire. On va voir ensemble les croyances et les peurs qui sont liées à un métier artistique et ici je vais parler de l'illustration et de la direction artistique. On va essayer de débunker tout ça ensemble. Moi c'est Émilie, je suis illustratrice et directrice artistique et si je fais cette petite aparté sur moi c'est pour que tu comprennes mieux ce que je vais dire par la suite parce qu'évidemment ce sera que mon avis et ça sera forcément lié à mon expérience professionnelle et aussi à ma vision de la vie ou à ma vision des choses en ce qui concerne les métiers artistiques. Alors j'ai fait toutes mes études supérieures en édition, j'ai un master 2 d'édition et j'ai travaillé 2 ans dans l'édition tout au début, après mes études, puis j'ai fait 5 ans en agence de pub en tant que directrice artistique. L'illustration, ça a toujours été pour moi une passion à laquelle je pensais pas du tout avoir accès un jour en tant que métier. Et la direction artistique, pour moi, c'était une manière de pouvoir l'approcher tout en laissant parler ma créativité, en pouvant, et tout en ayant le pouvoir de tester plein de choses. C'est parti. Tout le monde peut le faire. C'est un sujet qui est vraiment lié à la légitimité du métier. Et ce truc un peu de tout le monde pense pouvoir être DA, ou graphiste ou illustrateur parce que c'est accessible physiquement. C'est un métier où on peut exercer sans diplôme et même si certains ont un master 2 d'école d'art ou de communication ou de pub, c'est quand même un métier que tu peux faire sans être bloqué par un diplôme pour que tu puisses l'exercer. Du fait que le métier soit accessible, il y a certaines personnes qui vont avoir un métier de base, mais qui vont bien aimer jouer les apprentis graphistes ou illustrateurs ou autres. Pas ceux qui en ont besoin et qui ont besoin pour leur communication ou autre de faire. Je parle plutôt de ce qui peut être dur pour un illustrateur, une illustratrice ou même un directeur artistique, une directrice artistique. C'est parfois avoir le comportement d'une personne de son entourage qui va être en mode « Ah ouais, ça c'est easy à faire, ça, ah ouais, je veux juste le refaire en mieux, ça, si, ça, nanana. » Alors que, typiquement, ces personnes, si jamais tu exerçais leur métier qui n'est pas graphiste ou autre, en le faisant à peu près, en se disant « Ouais, ça doit être ça, je vais le faire comme ça et tout, machin », ces personnes seraient les premières outrées du fait que le travail soit un peu bancal. Ce que je veux dire par là, c'est que le métier de directeur artistique, de graphiste ou autre, t'as compris, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier comme n'importe quel autre métier, c'est pas un métier que tu fais comme ça sur le côté en chaloupé, c'est que c'est un vrai truc et il faut en prendre conscience, c'est que certaines personnes vont se comporter comme si c'était pas forcément un vrai métier, mais toi, en tout cas, c'est important que tu gardes à l'esprit que c'est un vrai métier. Et quand j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a déjà un métier et qui expérimenterait en se disant ça c'est facile ou autre, je parle évidemment des personnes qui ont un peu des postures minimisantes ou condescendantes. Je parle encore une fois pas des personnes qui en auraient besoin ou autre et qui sont gentilles et respectueuses à ton égard. Je parle plutôt des personnes qui pensent que c'est facile, qui pensent que c'est moyennement du travail, etc. Et du coup minimisent le fait que c'est un vrai métier. Elle réussit et pas moi. C'est un problème évidemment de confiance en soi qu'on peut rencontrer fréquemment. Et c'est aussi quelque chose qui, quand on a par exemple de la solitude, donc un métier qui est plutôt isolé, que l'on fait seul chez soi, plus le fait de pas forcément avancer comme on aimerait dans ses projets, ça peut être très dur et ça peut être très vite d'arriver à des conclusions qui sont pas forcément vraies, du type il ou elle fait ça mieux que moi, etc. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut bien garder en tête, c'est que chacun son parcours, chacun sa vie, chacun son parcours, et chacun avance à son rythme, et chacun fait les projets qui lui correspondent à son rythme comme il peut. C'est vrai que parfois on a juste un peu envie d'avoir
ces espèces de réponses à nos questions. Est-ce que je devrais plutôt faire ça? Parfois c'est des problèmes aussi qu'on peut rencontrer, notamment dans l'illustration, où on va avoir ce qu'on appelle un style. Donc c'est une patte graphique qu'on reconnaît. Et on va être vraiment sujet à se dire mais il faut que je renouvelle, il faut que j'évolue, ou alors le style graphique d'un tel ou d'une telle est mieux que le mien, je devrais faire ça, etc. Mais ça, c'est genre tellement facile d'avoir ce genre de pensée, mais c'est aussi comme ça qu'on se perd. Je pense que c'est très difficile de pas se comparer, mais une chose importante à savoir, c'est que toutes les histoires sont différentes, tous les parcours sont différents, et c'est dur de le garder ancré dans sa tête, mais c'est une réalité. Et un tel ou une telle ne fait pas mieux les choses que toi. Clairement pas. Tu fais les choses à ta manière, ce sont tes dessins, tes illustrations ou tes créations, et tu les fais probablement très bien, mais en tout cas, personne ne fait mieux quelque chose que toi. Je pense qu'on peut aussi avoir tendance à se dire qu'il ou elle fait mieux les choses que nous, quand on voit aussi notamment qu'une personne a beaucoup plus de notoriété, beaucoup plus d'engagement, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle plateforme. Quand une personne est connue et que nous on l'est pas forcément, il peut y avoir ce truc de comparaison ou de se demander pourquoi. Mais en fait, encore une fois, chacun son histoire, chacun son parcours, et les choses avancent. Pour des personnes ça avance très vite, pour d'autres personnes ça avance beaucoup plus lentement, mais c'est juste comme ça, et il faut juste continuer de créer avec son cœur et essayer de faire les projets qu'on veut, et il n'y a pas malheureusement de recette miracle pour que ça fonctionne. Mais ce qui m'amène à un autre point qui est hyper intéressant et hyper important, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas forcément connaissance, c'est la notoriété n'égale pas l'argent. Alors je vais m'expliquer. En gros, c'est très facile de penser que les personnes qui sont soit reconnues dans leur milieu, soit qui ont beaucoup d'abonnés ou d'engagement ou autres sur les réseaux sociaux, gagnent beaucoup d'argent. Mais vous seriez surpris de savoir que c'est pas forcément le cas. Deux choses, en vrai il y en a probablement plus, je vais juste citer celles qui me viennent à l'esprit. L'opposé existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont aucune présence sur les réseaux sociaux, qui gagnent, je pense, beaucoup plus que vous ne pourriez l'imaginer. Que ce soit des illustrateurs, etc. Vous avez compris. Et au contraire, il y a des personnes qui ont énormément d'abonnés sur les réseaux, plusieurs cas, et les contrats vont vraiment varier suivant la personne qui les embauche. C'est-à-dire qu'une personne qui est méga connue, parfois on va voir, je sais pas moi, un contrat avec une marque de chaussures de sport archi connue, pas forcément éthique, etc. Et on se dit, waouh, cette personne elle a décroché ce contrat avec telle marque, elle a dû empocher des thunes. Hormis les situations, je pense, où là, ça s'applique pas au cas que je vais dire. Mais il faut savoir que souvent, très souvent, c'est pas le cas tout le temps, mais une grosse marque, parfois, part du principe que c'est plutôt elle qui va vous apporter que l'inverse. C'est-à-dire que certes, elle va faire appel à vous, par exemple en tant qu'illustratrice, en se disant voilà, je veux tel illu derrière, tel modèle de chaussures, etc. Et toi, tu as pensé que cette personne, si c'est toi qui fais le contrat, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de contrats comme ça qui sont genre juste payés au TJM, donc auto moyen jour, soit une presta globale, avec parfois des choses qui font pas très plaisir, comme des sessions de droit qui sont soit pas payées, soit très peu payées, etc. La session de droit, pour ceux qui voient pas de quoi je parle, c'est lorsque tu fais une création d'identité, que ce soit un logo, que ce soit des illustrations ou d'autres choses, ça marche il me semble aussi pour la photographie ou autre, l'œuvre, même si la création, même si elle est faite pour quelqu'un d'autre, elle est toujours reliée au créateur initial, celle ou celui qui l'a créée. Et du coup, les droits, c'est quelque chose qui se paye. La plupart du temps, en année, ça peut être par bloc. Genre, la première fois, vous payez sur 5 ans, etc. Après, c'est renouvelable. Et aussi les supports, on paye par rapport à où est la diffusion, sur Internet, affichage physique, etc. Bon bref, anyway, je m'égare. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, vous seriez hyper étonné
je pense, d'apprendre que des personnes ont été quasiment pas payées pour faire des projets que probablement vous avez envie de faire ou que tu as envie de faire et qui sont quasiment pas payés alors que énormément suivis sur les réseaux sociaux et marques internationales, enfin mondiales. Du coup, t'as l'impression que la personne, elle s'en a mis plein les poches, mais genre pas du tout en fait. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que justement par rapport à ce que je viens de dire, c'est qu'une prestation un projet, une prestation qui va probablement te donner envie, sera pas forcément bien rémunéré, tandis que d'autres choses qui donnent beaucoup moins envie, des projets que t'as pas forcément envie de faire, ou des projets on va dire type alimentaire, tu les fais pour gagner de l'argent, et ben là eux vont beaucoup plus payer. Et il y a beaucoup d'artistes qui fonctionnent comme ça, notamment au-delà des artistes, il y a beaucoup de freelance qui fonctionnent comme ça, et c'est une réalité, ce truc de ok, je me dis illustratrice, je me dis directrice artistique, mais les projets qui me font kiffer ou les projets que je vais mettre en avant, c'est pas forcément ceux qui vont me permettre de me mettre safe et de payer mon loyer. Ça, c'est une réalité. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, ce truc de faire des prestations qui sont bien rémunérées ou rémunérées correctement et en faire d'autres qui vont être moins rémunérées mais qui là vont te faire kiffer ou autres quand tu vas les faire, qui sont beaucoup plus intéressantes artistiquement parlant. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dur d'en prendre conscience, de le savoir, mais c'est hyper important. Enfin moi c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant, mais il y a des personnes qui se lancent directement en freelance ou autre et peut-être qui ne le savent pas, et du coup je trouvais ça hyper intéressant. Il y a Alice Moitié, Madame Alice Moitié, notre reine à tous et à toutes, qui a fait un TikTok justement en expliquant que donc c'est une photographe qui est très talentueuse. Elle expliquait que elle fait des photos, mais les photos qu'elle met dans son portfolio ou les photos dont elle est plus fière, c'est des photos pour lesquelles elle n'a pas forcément été beaucoup payée. Et au-delà de ça, son TikTok, portait vraiment plus sur le fait que qu'est-ce qui l'a fait vivre ? Ce sont les prestations qu'elle fait pour de la pub. Alors je sais pas si c'est un grand plot twist pour les gens, mais c'est la réalité du marché. Ce qui paye le plus, c'est souvent, notamment par rapport à la diffusion. Lorsque tu dois diffuser tel et tel endroit, ou alors les agences de pub qui payent, ou alors les marques pour des pubs qui payent. Ce sont des choses qui payent beaucoup plus, et encore, il y a de la précarité dans ce milieu aussi, mais elle en tout cas, c'est ce qu'elle disait, c'est ce qui rapporte le plus. C'est hyper intéressant de savoir quand même, parce qu'on peut avoir l'impression que des gens comme Alice Moitié peut juste vivre comme ça en faisant ses photos qui sont incroyables, et c'est pas la réalité. Non, pour payer son loyer, comme plein d'autres freelances, elle fait d'autres prestats qui lui donnent moins envie, mais qui payent bien quoi. Il y a deux choses hyper importantes. Déjà, comme je dis, la notoriété, c'est pas avec ce qui fait que tu vas forcément gagner beaucoup d'argent, même si parfois, évidemment, c'est un facteur qui joue énormément, mais c'est pas une constante. Et de deux, c'est quand même rare de vivre uniquement des choses qui nous font kiffer, que des projets qui sont trop bien. Ça se peut, et dans certains métiers, ça s'y prête plus que d'autres, mais c'est vraiment pas le cas de tous les freelances. Donc c'est bon à savoir quand même. Et du coup, j'ai sauté un peu une croyance limitante qui est « je ne pourrai jamais en vivre ». Si, je pense que c'est carrément possible d'en vivre. Ça, c'est une croyance que moi, personnellement, j'avais beaucoup pour l'illustration. C'est un métier qui est très précaire, enfin c'est un milieu qui est très précaire. Et j'avais notamment peur de me lancer à cause de ça. Donc, je l'ai quand même fait. Enfin, ça m'a retenu à certains moments, mais pas pour toujours. Mais c'est une réalité, et du coup, c'est bien de savoir que on peut en vivre, mais sous quelles conditions, sous quels compromis aussi. Et ça passe notamment par faire des choses peut-être qu'on aime un peu moins, ou alors trouver un équilibre entre ces deux types de prestations.
Un autre point important, vu qu'on parle comme ça des vrais trucs ensemble, c'est que par exemple, le milieu d'édition, qui est quand même un milieu un peu rêvé par rapport à l'illustration, est clairement pas ce qui paye non plus le plus. C'est-à-dire que c'est des projets qui sont, on va dire, c'est ça, rêver, que c'est des beaux projets. Avoir un livre avec ses illustrations, c'est quand même un accomplissement qui est incroyable pour une illustratrice, mais c'est vraiment pas forcément ce qui rapporte le plus. En gros, il y a plusieurs types de contrats dans l'édition, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'éditeur prend une plus grosse partie sur le projet, ce qui est normal, c'est quand même eux qui sont moteurs de tout le projet, mais du coup, dans un seul et même projet, donc un livre, il y a plein, je vais dire d'actionnaires, c'est pas du tout ça, de prestataires différents. La plupart du temps, il y a l'éditeur, l'éditrice, l'assistant, assistant ou assistante ou éditrice, éditeur junior. Il y a toute une partie sur le droit. Il y a une autre partie sur la fabrication, les gens de la fab, les gens de la fabrication. Quel bouquin on va faire, combien de pages, quel papier, etc. Tatati, tatata. Suivant le projet, si c'est une création ou une licence, parce qu'il y a quand même beaucoup de licences dans le livre, il peut y avoir plus ou moins de personnes qui interviennent. Si c'est un projet où vous êtes illustrateur ou illustratrice dessus, je pense probablement pas que vous soyez par exemple la personne qui rédige l'histoire ou l'auteur ou l'autrice. Donc il y a aussi un auteur et une autrice. Il y a, si vous faites les illustrations toute seule et la couleur, et ben vous êtes toute seule. Mais si jamais vous faites que des crayonnés ou si vous êtes BDiste ou autre, il peut y avoir un coloriste, il peut y avoir un lettreur, et il peut y avoir un correcteur et une correctrice. Il peut y... il y a beaucoup de gens sur le projet et l'édition, c'est la partie qui prend le plus de pourcentage sur un objet livre. Et du coup, l'illustrateur, l'illustratrice, c'est vraiment pas la personne qui va gagner le plus d'argent. Et on est très souvent payé du coup à la vente par rapport au nombre de ventes du livre qui a été fait, même s'il peut y avoir avant une forme d'acompte. Et bah s'il n'y a pas de vente, t'as beau avoir charbonné et avoir fait le plus beau projet que tu veux, c'est pas un truc durable sur le temps, puisqu'il n'y aura pas de nouvelles rentrées d'argent. Là où diversifier ses revenus, même si aujourd'hui on parle de peur et de croyances limitantes ou autres, diversifier ses revenus, c'est un vrai conseil un peu number one dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, parce que c'est justement bien d'avoir certaines choses qui rapportent même quand on fait rien ou quand il n'y a pas forcément d'évolution ou quand on peut pas travailler, comme par exemple des produits qui sont plutôt digitaux, où il n'y a pas besoin d'envoyer des choses ou autre. Bref, vous avez compris. C'est pas forcément ce qu'on pense rapporter le plus ou souvent les plus beaux projets, les projets les plus même valorisés par la société sont pas forcément les projets qui rapportent le plus. Et ça, c'est un vrai truc. Autre croyance limitante, ce que je fais, c'est de la merde. Alors je sais pas si vous voyez ce cercle, ce processus de création où tu vas faire quelque chose et t'es plutôt ok, plutôt serein, sereine, t'avances, etc. Tu fais un truc, t'es là en mode slay, c'est trop bien, machin et tout. T'avances plus loin, tu finis le truc et t'es en mode... soit t'es en mode c'est pas si mal, etc. Soit t'es en mode mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est moche, mais c'est affreux ce que j'ai fait. Et t'as vraiment cette boucle comme ça qui intervient dans des temps un peu différents. Parfois c'est très rapproché en mode magnifique, c'est dégueulasse, etc. Soit c'est en mode c'est trop bien et tu reviens quelques heures après sur ton truc et t'es en mode qu'est-ce que j'ai foutu quoi. Et ben ça, c'est une espèce de cercle de pensée qui est vraiment lié au processus créatif que je pense beaucoup de personnes rencontrent. Et parfois ça peut être assez dur mentalement de se dire
je sais pas, t'as ce gros doute de peut-être que ce que je fais c'est pas à la hauteur, ou j'aurais pu faire mieux, ou autre, ce genre de choses que certaines personnes peuvent penser, et ben c'est pas facile de le vivre au quotidien sans en parler. Et moi je sais que c'est des pensées que j'ai perpétuellement. Et si j'arrive à insérer ça dans la vidéo, parce que je sais pas si j'y penserai, mais il y a un mème justement d'un chat, où je vous fais une description de mème, c'est affreux de faire ça, qui est là en mode regarder son travail d'il y a 2 ans, et le chat il est en mode pathétique, genre en mode j'ai osé faire ça, c'est immonde, et c'est vraiment ça ce qui se passe dans ma tête au quotidien. Et ça, c'est vraiment lié à... ça peut vraiment impacter ma motivation et mon état d'esprit, mon mindset, tout ça. Et je trouve qu'il y a un vrai mindset, pas forcément à avoir pour réussir ou je sais pas trop quoi, mais j'ai l'impression que quand même, et je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, qu'il faut quand même une sorte de stabilité mentale ou de solidité mentale, et ça se construit avec le temps, certes, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui peut te terrasser si t'es vraiment genre insecure ou autre. Le fait d'avoir ce genre de pensée en mode ah bah en fait j'aime pas, etc., et en fait t'es en mode bien en fait je suis juste trop dure avec moi-même, parce qu'il y a ça aussi, d'être genre hyper dur avec soi-même, c'est un truc qui est réel et qu'on peut vivre au quotidien. Du coup, ouais, c'est dur de jongler entre l'euphorie de punaise que je crée, c'est exactement ce que je voulais faire, etc. Et puis, tu te craches comme ça là, en mode mais c'est affreux ce que je suis en train de faire. Bref, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je trouve que ça joue beaucoup sur l'état d'esprit, et aussi, c'est évidemment très lié au fait de se sentir légitime ou autre. Mais en fait, ce qui est assez handicapant au quotidien, c'est que typiquement les métiers créatifs sont quand même liés à comment tu te sens, et en vrai c'est le cas pour tous les métiers. Si tu te sens mal et que tu dois aller travailler, ben tu vas pas bien travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que les métiers artistiques ont plus tendance à être liés... Ouah, était dure cette phrase. Et les métiers artistiques ont tendance à être liés à la personne, intrinsèquement liés à la personne, l'art et la personne. J'allais lancer des débats, mais on va pas les lancer ici. Mais du coup, c'est lié. Et donc, si tu te sens mal, c'est quand même très dur de produire un travail de qualité. Et donc, c'est pas facile. Mais c'est pas facile pour plein de métiers, mais c'est pas facile là, en l'occurrence. On parle de l'illustration et la direction artistique, et c'est franchement pas évident quand t'es dans un mauvais mood, quand t'es en mode aujourd'hui ça ne sera pas ma journée, et limite tu décides pour toi-même ça ne sera pas ma journée aujourd'hui, t'es en mode bah si, enfin genre faut se calmer, non ça c'est moi avec moi, mais bon bref. Et il y a autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est lié du coup à la légitimité et au fait de bien aimer ce qu'on fait ou autre, c'est le fait de pas se sentir assez talentueux ou talentueuse, et d'être dans le jugement permanent, alors que typiquement en art, le talent, la beauté, c'est genre les choses quand même les plus subjectives au monde. Évidemment que ça peut y avoir des critères un peu normatifs, où on peut tous plus ou moins se mettre d'accord, etc. Mais le talent, c'est hyper subjectif. Et ce qui peut être hyper rageant ou frustrant, ça m'arrive très fréquemment de découvrir des comptes d'illustratrices, et genre ils ont à peine quelques dizaines ou quelques centaines d'abonnés, et je dis ça pareil, j'ai que quelques centaines d'abonnés, et je suis en mode mais ce qu'ils font est incroyable. Cette personne est talentueuse, cette personne est 1000 fois plus talentueuse que moi. Cette personne est Dieu. Cette personne est ouf. Et en fait, se dire ah bon, déjà le talent, tout le monde le voit pas pareil, ça c'est le premier point que j'abordais, mais là le second point que j'aborde, c'est talent égale pas notoriété.
Ah ça c'est bye bye, hein. Vraiment, ça c'est... Déjà le talent, comme je vous ai dit, c'est subjectif. Et du coup, je pense qu'on a tous plus ou moins déjà découvert des artistes, que ce soit dans la vraie vie, parce que ça existe la vraie vie, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, en mode « Ouah, cette personne elle est méga connue, mais je ne comprends pas la hype, et c'est normal, c'est ok. » Pas « Cette personne n'est pas talentueuse, mais genre je comprends pas la hype, mais c'est parce que tu connectes pas avec son art. » On peut pas connecter avec tous les arts, hein. On peut pas connecter avec tous les styles d'illustration du monde, c'est normal en fait. Et du coup, se dire, ben voilà, en fait, c'est juste des choses différentes. Et il y a des personnes que toi, foncièrement, tu trouves, mais genre, incroyables, des illustrations, t'es en mode work of art, t'es en mode, pouah, c'est incroyable, et ces personnes ont genre 100 abonnés. Ouais. Le talent ne fait pas la notoriété. Et dans l'autre sens. Et il y a des personnes, il y a des artistes mainstream qui mettent tout le monde d'accord, avec lesquels tu ne connectes pas. Et c'est ok. C'est ok. C'est normal. C'est juste normal. Les réseaux sociaux. Parlons-en. Les réseaux sociaux. J'ai posé sur Instagram la question de justement quelles sont les croyances et les peurs limitantes que vous pouvez avoir. Du coup, j'en profite, vraiment la pub la plus flinguée de l'histoire de YouTube, mais je poste mes dessins et des petites bribes de ma vie sur mon compte Émilie Bleuciel. Et du coup, je posais la question en mode quelles sont vos croyances limitantes, quelles sont vos peurs et tout liées au métier artistique. Et j'ai une réponse pépite. Une réponse, un banger, un banger, et c'est d'ailleurs c'est une de mes amies qui l'a écrite, c'est Balkis, que vous avez déjà vu dans la première vidéo, H.Balkis, qui a dit « Est-ce que les réseaux sociaux aident vraiment ou c'est un cercle vicieux ?» Waouh. J'étais en mode « Ah, dure cette question » et enfin, pour moi, c'est clair que les deux. Les deux. C'est-à-dire que, à la fois, je pense que c'est probablement la chose qui peut aider incroyablement dans la vie d'un ou d'une artiste, pour donner de la visibilité, de la force, pour trouver des contrats, pour connecter avec des personnes. Et à la fois, je pense que c'est ce qui peut clairement détruire ta créativité. Vraiment, je me rends compte. Et j'en parlais notamment d'ailleurs avec Valkis, je lui disais plus je scrolle, moins je crée. Vraiment. Plus je scrolle, moins je suis capable de créer quelque chose qui provient de moi. Je suis là en mode ça c'est trop beau, gna 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 gna. Et je suis genre un spectateur. Je suis pas rien du tout. Je suis là en mode. Et je pense que ça peut choquer certaines personnes parce que je poste sur les réseaux sociaux, parce que je suis active et tout. Mais c'est pour vous dire, pour moi c'est un réel frein de trop regarder les réseaux sociaux, de trop scroller. Et je m'étais déjà fait la réflexion pour genre Pinterest, etc. Pour moi, ce genre de site, c'est bien à petite dose, sachant que, évidemment, pas évidemment, mais je pense que j'ai clairement une addiction aux réseaux sociaux. Vu que ça fait des années que je suis dessus et que je consomme beaucoup trop de réseaux sociaux, mais justement, je m'en rends compte et j'essaye de diminuer ça. Et moins je scrolle, mieux je me porte, entre très gros guillemets, parce que j'aime toujours y aller. Mais ce que je veux dire, c'est que je limite parce que je me rends compte que ça me freine clairement dans mon processus de création et dans ma créativité, quoi. Et notamment, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt, mais le moral, le mindset, la motivation, ça peut te... C'est con, hein, mais en une journée, si t'as consommé un peu trop de réseaux sociaux ou t'as vu certaines choses que tu trouves inatteignables, trop beau, ah, je suis moins bien qu'un tel, nanani nanana, tu peux passer de une journée où t'aurais probablement soit kiffé pour toi, fait des hobbies, fait des illustrations pour toi ou autre, à faire des illustrations pour ton compte perso, pour ton travail ou autre, à je ne fais rien. Du tout. Vraiment, c'est... Parfois, ça fait un peu peur, ce truc de... Ça t'immobilise, quoi. Donc,
En fait, c'est un truc dont j'aime bien parler, ce truc de comparaison et tout. Et souvent, justement, là, on parle entre nous, entre genre créateurs, créatrices, freelance, who knows, métier créatif. Mais souvent, j'en parle avec des gens et je leur dis, mais ouais, voilà, je vois, je me compare, etc. C'est pas je me compare, je me flagelle, je me fous dans une boule, dans le coin d'une pièce et je suis pas bien. Non, j'en suis pas là. Mais je suis en mode, ah, machin, c'est beau quand même. Moi, c'est pas aussi beau. Des trucs comme ça, plutôt. Mais du coup, je dis, voilà, je me compare, etc. Et les personnes me répondent, mais faut pas se comparer. J'ai l'impression de faire un stand-up là. Mais c'est impossible de pas se comparer. C'est au-delà de l'automatisme, c'est mécanique en fait. C'est genre, tu vois, tu fais exactement la même profession où ça se trouve. En plus, l'autre petit loulou, c'est même pas sa profession, c'est juste quelqu'un qui a un hobby et qui est incroyable. Parce que ça aussi, on va pas en parler. Mais il y a beaucoup de personnes dont c'est pas leur métier et vice-versa, d'autres personnes dont c'est leur métier. Il y a des personnes qui sont illustrateurs ou illustratrices et c'est leur métier. Et toi, probablement, si t'es en CDI et que t'as un autre job, t'es en mode waouh, mais elle fait tout ça, elle poste tout ça, incroyable et tout. Ouais, parce qu'elle a pas de CDI, c'est pour ça. Genre, c'est normal en fait. Et je dis ça parce que notamment j'ai été en CDI pendant 5 ans et je postais à côté et j'ai créé un podcast aussi à côté et j'étais en mode ah c'est bizarre, je me sens fatiguée un peu, genre je sors un épisode de podcast par semaine, je poste 1 à 3 illus par semaine, mais je suis fatiguée quand même, j'arrive pas, je suis pas dans un mood pour créer. Mais normal en fait, enfin je pense qu'on a du mal un peu à se rendre compte parfois qu'on fait n'importe quoi, enfin vraiment. Il y a des personnes incroyables, c'est pas leur métier et ils vont réussir à faire des choses et tu vas être là en mode incroyable machin, c'est juste ils sont talentueux et ils slay comme ça. Et d'autres personnes ont l'impression qu'ils ont une forte présence et c'est incroyable et comment ils font, c'est leur métier. Vraiment, genre, vous étonnez pas. Et il y a d'autres personnes qui font plus le cas que je viens de décrire, qui se bousillent la santé, entre guillemets, avec des grandes guillemets, on se bousille la santé, enfin ça va, il y a pire, mais c'est quand même genre beaucoup travailler, il n'y a pas besoin de travailler autant. C'est t'as un taf et pourtant tu vas faire 1000 choses à côté, c'est comme si t'avais pas de CDI presque, tu vois. Ce truc de la hustle culture, je voulais le dire en français, en même temps mon corps l'a dit en anglais, de la hustle culture, la culture du hustle. Ça n'a aucun sens. Mais vous m'avez compris, c'est ce truc d'hyper-productivité, d'être toujours en mode faut produire, faut faire des trucs et tout. Et ça suffit. Ça suffit, non mais vraiment. Faut doser en fait. Faut doser, je pense que personne dose, ou on dose tous très très mal, mais faut doser. Et c'est bien qu'on en parle ensemble, mais du coup, les réseaux sociaux, pour revenir dessus, je pense que il y a aussi ce truc de c'est incroyable, c'est une source d'inspiration, mais au contraire, ça peut être une source qui te freine ou qui te démotive. Mais aussi, il y a ce truc de les réseaux sociaux évoluent. Et les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'était pas ceux d'il y a 10 ans. Jusqu'à là, c'est logique. Et les contenus courts, c'est vraiment les contenus. Je suis pas là en mode en train de débattre avec vous, c'est des faits que je veux dire là. C'est les contenus qui performent le plus. C'est des contenus rapides, c'est aussi des contenus souvent où tu vas avoir l'avant-après, où tu as genre des projets incroyables qui s'écoulent en littéralement 10 à 30 secondes maximum. Ou plus pour ceux qui sont un peu gourmands de faire des reels un peu longs ou autres. Mais du coup, tu as ce truc de en fait c'est easy, c'est rapide et tout. Non, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Et tu le sais normalement, mais pourtant t'arrives à quand même te faire brain que c'est easy ou c'est facile. Alors que c'est pas le cas. Typiquement, il y a la personne qui fait le projet, la personne après elle se filme, la personne elle va éditer, machin, enfin c'est pas easy et c'est pas rapide en fait, c'est juste beaucoup de temps mis à un endroit pour montrer quelque chose qui est très court à la fin. Et c'est ok, mais du coup, les formats courts aujourd'hui, c'est les formats les plus présents, les plus mis en avant et les plus performants. Du fait d'avoir constamment ces formats courts mis en avant, clairement ça a un impact énorme sur notre attention, et ça je pense que vous en êtes rendu compte qu'en plus on voit plein de choses dessus.
J'ai dit, il y a une très bonne vidéo de Fabien Licard dessus, genre sommes-nous tous TDAH. Bon, je l'ai pas vu, apparemment elle est très bien cette vidéo, mais franchement, je pense que clairement on n'est pas tous TDAH, mais je pense que notre attention a chuté et ça. Enfin, il y a plein de documentaires qui mettent ce fait en avant, cette data en avant. Je pense que ça manque tout ce qui est un peu long, format long, se poser. Je pense que ça, on l'entend un peu plus en plus que ça manque à certaines personnes. Ça me manque aussi. Ça me manque, vraiment. Et j'ai l'impression qu'on laisse moins le temps être le temps. Je sens que le temps, la plupart du temps, c'est un peu lent. Ça prend de la place. C'est complexe, il se passe plusieurs choses en même temps, c'est pas forcément agréable, mais parfois ça l'est, parfois ci, parfois ça. Bref, c'est complexe, et c'est long et lent. Et ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins retranscrit dans ce qu'on consomme au quotidien, notamment même avec les news ou avec les réseaux sociaux. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que soit on se compare, soit notre créativité est freinée, mais les réseaux sociaux, il faut pas oublier que c'est aussi quelque chose de très positif. Et on repart dans l'autre sens. Les réseaux sociaux, c'est quand même l'outil qui te permet de connecter avec des personnes que tu connais ni d'Ève d'Adam, qui peuvent habiter à la fois très proche de chez toi comme à l'autre bout du monde, et avec lesquelles tu partages soit la même vision des choses, soit t'aimes ce qu'elles font ou ce qu'elles font. Et genre, c'est incroyable. Donc, ma conclusion, même s'il n'y avait pas besoin trop d'en avoir une, bah évidemment, c'est de savoir comment toi, t'es ok de les utiliser et comment ça te fait pas de mal. Il y a eu une période où on a entendu beaucoup de créateuristes dire ah, moi je unfollow tout le monde. Même l'autre coup, j'écoute une interview d'Isult, elle dit je unfollow tout le monde. Et je follow genre 4 pélos sur mon compte Insta et tout. Ça, c'est sa vérité, sa vision des choses, et c'est comme ça qu'elle a envie de consommer les réseaux, et ça lui va très bien. Elle dit que justement, elle utilise des comptes, pas anonymes, mais enfin des comptes où personne ne sait que c'est elle, pour aller voir certains types de contenus, si c'est cheveux, si c'est foot, si c'est machin. Et ben, c'est exactement la manière dont elle a designé sa consommation. J'ai vraiment dit designer sa consommation, mais vous m'avez comprise. C'est la manière dont elle a choisi de consommer les réseaux sociaux, et je trouve que c'est important de réussir à se questionner dessus et se dire, voilà, qu'est-ce que j'apprécie moins, et comment j'ai envie de consommer les réseaux sociaux. Est-ce que c'est beaucoup et ça m'impacte pas mentalement ni dans ma créativité, ou au contraire, il faut que j'arrive à limiter. Et dans ces cas-là, c'est soit prendre sur soi, éloigner le téléphone, ou alors, plus radical, si vous voulez pas éloigner le téléphone, ça peut être des applications ou autre. Moi, personnellement, quand je suis vraiment en mode j'ai envie d'avancer, genre j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de produire des choses, je suis personnellement incapable d'avoir mon téléphone à côté de moi. C'est pas un grand plot twist, hein. Mon téléphone, il est dans le salon, je travaille dans le bureau, et le téléphone, il est pas avec moi dans le bureau. Et s'il est avec moi... Après, je suis pas très honnête avec vous, j'ai WhatsApp sur mon ordi, si j'ai vraiment besoin d'envoyer un message, j'envoie un message sur WhatsApp, mais ce que je veux dire, c'est que faut réussir à se connaître, et je veux m'auto-citer, designer sa consommation, enfin, choisir comment on veut consommer, et en être conscient, et essayer de s'améliorer s'il y a des choses qui nous conviennent pas. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi positif que négatif. Ou c'est pas forcément un 50-50, mais faut pas trop les diaboliser. Mais dans l'autre sens, c'est quoi? Les idéaliser? Les deux, quoi. Faut trouver un juste équilibre. Ce qui est pas du tout facile. Et pour terminer, j'attends le bon moment. Ça, c'est un peu moi. Pas vraiment. Mais j'attends le bon moment où j'attends d'être prête, tout ça. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu plein de fois, vous l'avez même peut-être pensé. Non, il faut pas attendre en fait, faut commencer. Et il faut commencer le chop et il faut y aller là. Enfin, c'est un peu maintenant ou jamais. Je comprends ce truc de... Alors, je le ferai quand j'aurai le bon appareil. J'allais dire appareil numérique, ouah. J'aurai la bonne caméra, ou j'aurai le bon micro, ou j'aurai ci, ou j'aurai ça, ou je serai prête. Non. Enfin, je pense qu'il y a des vlogueurs qui ont commencé à l'iPhone et genre c'est incroyable ce qu'ils font. On a d'autres, ils ont directement commencé à la caméra et c'est très bien. Enfin,
faites avec ce que vous avez ou ce que vous voulez, parce que aussi je comprends d'autres personnes. Je me rappelle plus du tout la vidéo que j'ai regardée hier, parce que je regarde beaucoup de vidéos YouTube, mais le mec il disait je suis pas d'accord, c'était un américain, il disait je suis pas d'accord sur le fait que n'importe quel outil suffit, il faut se lancer, machin. Lui disait non, genre clairement moi ma vision c'est j'aime bien avoir quand même un bon outil, etc. Et je le comprends, mais du coup si c'est vraiment ça qui vous freine, on économise et on achète, voilà. Ou prochain cadeau de je sais pas quoi, ou des 10 cadeaux des 10 prochaines années, enfin... En fait, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous soutiens dans le fait que c'est dur de se lancer, mais qu'il faut se lancer. Et voilà, enfin, il n'y a pas de bon moment. La croyance, c'était... J'attends le bon moment, mais il n'y a pas de bon moment, malheureusement. C'est... Encore une fois, je vais me répéter. Chacun son histoire, chacun son parcours. Moi, personnellement... Vu qu'on est en mode confession intime et que je vais clôturer sur ça, peut-être que ça vous fera relativiser de savoir ça, mais du coup j'étais en CDI, directrice artistique, et en fait le fait est qu'il y a quand même beaucoup de comptes, il y avait 3-4 comptes que je suivais, et par exemple cette année j'ai eu 30 ans, mais du coup bon, à l'époque j'étais légèrement plus jeune, de 3 ou 4 ans, et les illustratrices que je suivais, que j'adorais et que j'adore toujours aujourd'hui, typiquement ce que je voyais c'est qu'elles avaient fini leurs études, études d'art ou même pas, etc. Bam, lancé direct dans l'illustration, bam, premier contrat en édition, je vais dire beaucoup de bam, enfin plein de projets archi cool. Et moi personnellement j'étais incapable mentalement, ou même financièrement parlant, ou même tout, j'étais incapable de faire ce qu'elle faisait. Et du coup, j'étais dans cette sorte de comparaison en mode, mais en fait, elles ont 22 ans, ou elles ont 24 ans, et elles font ça et tout. Et toi, t'y arrives pas, et moi, j'y arrive pas plutôt, vu que j'étais en mode... Et j'étais en mode... Bah ouais, mais en fait... J'ai envisagé que tardivement de vraiment pouvoir être illustratrice, et du coup ça me semblait encore plus inconcevable, même si au fond de moi je voulais, parce que le corps et les pensées parlent toujours pour nous, hein. Ça, au cas où vous l'avez pas remarqué, c'est assez fascinant. Et du coup j'étais en mode ok, donc moi mon modèle c'est ces filles là, même pas de première expérience dans le salariat ou autre, elles arrivent à bam débarquer sur le marché et pas tout tuer, mais genre à s'en sortir et tout. Et moi j'étais en mode respect genre immense, et j'étais en mode je suis incapable de faire ce qu'elles font. Et la conclusion c'est mais c'est pas grave, on s'en fout, mais vraiment on s'en fout. Encore une fois, chacun son parcours, chacun sa vie, chacun son mode de vie, chacun ses choix. Genre, tant mieux pour elles qu'elles aient réussi, mais si moi je m'en sentais pas capable, j'allais pas me forcer, je vais pas me fouetter parce que j'en étais pas capable. Enfin on s'en fout vraiment. Du coup, tout ça pour vous dire, on a tous des trucs où on aimerait ci, ou on aimerait ça, ou autre, mais le fait est que les seules choses dont on a possiblement le contrôle, c'est notre vie. Parfois on n'a pas le contrôle sur tout, mais parfois on a le contrôle sur une petite partie, et du coup, j'allais dire you go girl, mais you go qui que tu sois. Donc vraiment, il n'y a pas de bon moment. On se compare aux autres de façon mécanique, mais il n'y a pas à se comparer aux autres parce que chaque personne, chaque artiste ou chaque freelance ou autre est différent et unique, et juste on fait ce qu'on aime la plupart du temps. Rappelez-vous, parfois on est obligé de faire des trucs un peu moins cool pour subvenir à nos besoins, mais c'est tout, voilà. J'espère que peut-être certaines paroles auront pu apaiser vos cœurs. N'hésitez pas dans les commentaires à dire, vous, quelles étaient vos croyances limitantes ou vos peurs en général. Moi, je souhaite de tout cœur que vos projets se concrétisent, mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que, notamment pour moi, c'est la solitude dont je suis moins capable de vivre avec, et que justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger avec des personnes. Et donc,
En vrai, je finirai plus sur ce tips-là. C'est que le jour où j'ai décidé que c'était ok, que j'allais quitter mon CDI pour essayer de vivre de mon art, c'est aussi le jour où j'ai su au plus profond de moi qu'il fallait que je parle avec d'autres personnes, qu'il fallait que je contacte d'autres personnes, que je découvre d'autres personnes. Et il y a des personnes que j'avais déjà dans mon entourage, d'autres que j'avais pas forcément. Et je me suis vraiment rapprochée de ces personnes en échangeant à propos de tout et rien, mais aussi à propos du travail. Et en fait, je trouve que pour sa santé mentale, ça aide beaucoup. Donc si j'aurais un unique conseil, et ça c'est seulement pour les personnes qui en ressentent le besoin, c'est de vous entourer de d'autres personnes qui sont pas forcément des personnes que vous connaissez, peut-être des personnes sur les réseaux sociaux, des personnes sur YouTube ou autres. Et je sais que notamment mon amie Estelle, donc qui est une des personnes desquelles je me suis rapprochée et que j'aime beaucoup, Estelle Nodata, et ben c'est que je sais qu'elle va faire un café par exemple, elle à la rentrée, pour rencontrer un peu les personnes qui suivent sa chaîne. Et ben je trouve que ce genre d'événement c'est vraiment bien. Et sinon juste envoyer des DM à des personnes que vous trouvez qui vous ressemblent ou avec lesquelles vous pourriez échanger, je trouve que ça fait la différence. Donc ne restez pas seul, vous n'embêtez pas les gens, envoyez des petits messages, on soutient les uns les autres, les unes les autres. Donc voilà. Moi je vous laisse parce que j'ai beaucoup trop parlé et je vous fais des kissous.